Il y a des histoires de nations qui disparaissent des cartes, mais pas des mémoires. Et celle de la Bretagne, c'est l'une d'elles. Autrefois un État souverain, vraiment puissant. Aujourd'hui, une région française avec une identité qui ne lâche rien. Alors on peut se demander, comment une nation peut-elle être à la fois perdue et pourtant plus vivante que jamais? Voilà la question qui va nous guider. Parce que l'histoire de la Bretagne, c'est un cas d'école assez fascinant sur ce que ça veut dire perdre sa souveraineté, mais aussi sur la manière dont une culture peut survivre envers et contre tout. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la Bretagne aujourd'hui, il faut faire un petit bond dans le passé. Un grand bond même. Parce que bien avant que la France ne soit, la France, il y avait déjà là-bas une autre nation, avec des racines celtiques et un caractère farouchement indépendant. Tout ça, ça commence avec des migrations, des peuples celtes qui traversent la Manche depuis la Grande-Bretagne et qui amènent avec eux leur langue, leur tradition. Mais le véritable acte de naissance politique, il arrive au IXe siècle. Là, il y a un personnage clé, Nominoé. Il va oser défier le gigantesque empire de Charlemagne et va forger une nation indépendante. Et c'est le début d'une longue aventure qui va mener à ce qu'on appelle l'âge d'or du duché. Et quand on parle d'âge d'or, ce ne sont pas juste des mots en l'air, non, non. Il faut vraiment s'imaginer la Bretagne de l'époque, non pas comme une simple province, mais comme un véritable État, un acteur qui pèse sur la scène européenne. Et quand on dit État, on pèse nos mots. L'État breton avait absolument tout ce qu'il fallait. Une armée? Oui. Sa propre monnaie? Bien sûr. Son propre système d'impôts? Évidemment. Et surtout, le point crucial, le vrai marqueur de souveraineté, il menait sa propre politique étrangère, en signant des traités d'égal à égal avec les autres rois et princes d'Europe. Pour bien mettre ça en perspective, on peut comparer avec un pays que tout le monde connaît, le Portugal. Eh bien, à la même époque, au XVe siècle, en termes de puissance maritime et de souveraineté, la Bretagne et le Portugal jouaient, on peut le dire, dans la même catégorie. C'était une authentique puissance atlantique. Et d'où venait toute cette puissance? De la mer, bien sûr. Cette expression, l'intermédiaire des mers, elle résume parfaitement son rôle économique. La Bretagne était un pont, une plaque tournante entre le nord et le sud de l'Europe. Un exemple tout bête mais parlant, les fameuses toiles de voile de Locronan. Eh bien, elles équipaient les navires des plus grands explorateurs de l'époque. La question, c'est comment est-ce qu'une nation pareille a pu disparaître des cartes? Sa fin, c'est une histoire assez dramatique, un mélange de batailles sanglantes, de mariages forcés et de manœuvres politiques de haute volée. En fait, ça s'est joué en 3 temps, un peu comme une tragédie. D'abord, il y a eu l'épée, une défaite militaire écrasante en 1488. Ensuite, la bague. La jeune duchesse Anne est forcée d'épouser non pas un, mais 2 rois de France à la suite. Et enfin, la plume, un traité, en 1532, qui vient sceller légalement l'union à la France. Et au cœur de toute cette affaire, il y a une femme, Anne de Bretagne. Alors attention, il faut vraiment faire la part des choses entre le mythe, l'image un peu folklorique qu'on en a faite plus tard, et la réalité. C'était avant tout une chef d'État, une femme politique qui s'est battue jusqu'au bout pour sauver l'indépendance de son duché. C'est un personnage bien plus complexe que la légende. Mais voilà, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Faire disparaître un État, ce n'est pas la même chose que faire disparaître une nation. Loin de là. Une fois privée de ses institutions politiques, l'identité bretonne s'est en quelque sorte réfugiée ailleurs. Mais où et comment a-t-elle pu survivre pendant des siècles? Cette identité, elle s'est accrochée à 3 piliers, vraiment solides. D'abord, une langue à part, le breton, qui ne vient absolument pas du latin, c'est une langue celtique. Ensuite, un imaginaire surpuissant, peuplé des légendes du roi Arthur, de Merlin, de la forêt de Brocéliande. Et enfin, une foi très particulière, un catholicisme qui a gardé des traces de croyances bien plus anciennes. Tenez, un chiffre qui parle de lui-même, 800. 800, c'est le nombre de saints locaux que compte la Bretagne. La plupart sont complètement inconnus de Rome. Ça en dit long sur cette foi unique, qui s'incarne dans des traditions comme le Trobrège, ce pèlerinage qui n'est pas qu'un acte religieux, mais une véritable affirmation de l'identité bretonne. La culture a tenu bon, c'est vrai, mais l'économie, elle, a pris un coup terrible. L'âge d'or maritime s'est terminé assez brutalement. L'intégration dans le Royaume de France, avec les politiques très centralisatrices et protectionnistes de Colbert, le ministre de Louis XIV, a tout simplement coupé les ailes du commerce breton, qui était tourné vers le monde entier. Et cette histoire complexe, elle a des échos directs jusqu'à aujourd'hui. On va parler maintenant d'un sujet qui, encore aujourd'hui, est très sensible, la place de la ville de Nantes.
Là, on touche à une blessure historique qui n'a jamais vraiment cicatrisé. D'un côté, on a l'histoire avec un grand H. Nantes, c'est le château des Ducs de Bretagne, c'est la capitale historique, c'est incontestable. Et de l'autre, on a une décision politique, administrative, prise en 1941, qui l'a détachée du reste de la Bretagne. Une séparation qui dure encore, alimentée par des rivalités plus modernes, mais qui heurte de plein fouet des siècles d'histoire commune. Et pour finir, on va voir quelque chose d'assez inattendu. Un vrai paradoxe. Loin d'être juste une région tournée vers son passé, la Bretagne a souvent été, figurez-vous, à l'avant-garde des grands changements politiques en France. C'est peut-être le plus grand retournement de situation de cette histoire. Qui aurait pu imaginer que la Révolution française, le symbole même de la centralisation jacobine, a été en partie mise en route par des Bretons? Le fameux club des Jacobins, le moteur de la Révolution, n'est en fait que la nouvelle version du club breton créé par les députés de la région. C'est incroyable. La région qui a tant lutté pour son autonomie a, paradoxalement, contribué à forger l'État centralisé qui l'a absorbé. Au final, l'histoire de la Bretagne nous laisse avec cette idée assez puissante. Une nation, c'est bien plus qu'un État sur une carte. C'est une mémoire, c'est une culture, c'est une volonté de continuer à exister. Et même quand ses frontières politiques s'effacent, son esprit, lui, peut continuer à influencer non seulement son propre futur, mais aussi celui du pays qui, un jour, l'a absorbé.